Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Josépha Laroche. Contrairement à l'école réaliste qui centre exclusivement ses recherches sur l'acteur étatique et la dimension diplomatico-stratégique, toutes les présentes études procèdent du paradigme transnationaliste. Toutes ont ainsi accordé une importance particulière aux acteurs et aux flux non étatiques. Mais cette approche résolument éloignée de tout statocentrisme n'ignore pas pour autant le rôle parfois majeur joué par les États. En fait, elle a plus particulièrement pour ambition de donner à voir les interactions complexes qui se nouent entre des intervenants aussi hétérogènes que des firmes transnationales, des ONG, des réseaux sociaux ou bien encore des États-nations. De même, à l'heure de la mondialisation, elle s'attache à montrer les intrications existant entre l'économique et le politique, tant sur le plan macro qu'à l'échelle micro. Réunir en un même ouvrage des notes d'analyse critique traitant de l'actualité internationale 2017 et publiées initialement sur notre site, tient de la gageure car les données qui les ont suscitées étaient dissemblables. Comment dès lors pourrions-nous prétendre les assembler en un tout homogène et cohérent, qui puisse éclairer le lecteur ? D'emblée, il nous faut donc expliciter notre démarche. En premier lieu, précisons que le but visé ne relève absolument pas d'une quelconque logique d'exhaustivité, tant il est vrai que celle-ci n'est gage ni de scientificité ni de lisibilité. Le propos consiste plutôt à discerner par-delà le magma factuel, les événements emblématiques des relations internationales. Cette règle méthodologique étant posée, il s'avère nécessaire d'opérer un passage au crible de la scène mondiale, c'est-à-dire une discrimination entre les innombrables séquences apparues dans le maelstrom de l'année, afin de retenir et d'examiner plus avant celles qui nous sont apparues significatives de l'état du monde. Autrement dit, seuls certains moments clés de 2017 sont traités dans cet ouvrage. Après avoir rappelé sous une forme concise et didactique les principales données factuelles du sujet abordé, et restitué son contexte historique, chaque texte met en relief sa signification profonde. Il s'agit en l'occurrence d'offrir au lecteur intéressé par les enjeux internationaux un cadrage théorique qui lui permette de comprendre le chaos international face auquel il reste trop souvent démuni, sinon désemparé. En dépassant la simple surface empirico-descriptive du moment, qui semble constamment se dérober à l'entendement, il convient donc de construire des repères et de proposer des clés d'analyse productrices de sens. Ce qui a tout d'abord retenu l'attention de Chaos International en cette année 2017, ce sont les efforts déployés par certains États en vue d'une protection de leur souveraineté, protection qui s'avère illusoire, partie 1. Elle se traduit tantôt par des politiques délibérément offensives, tantôt au contraire par des réactions simplement défensives. Cependant, toutes les parties du monde sont concernées, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Union européenne, des États-Unis ou bien encore du Moyen-Orient. Ainsi par exemple Philippe Hugon, la souveraineté formelle de la Gambie, montre que le Sénégal, mais aussi la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ONU et surtout de grands acteurs tels que l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine, ont œuvré en faveur d'un transfert pacifique du pouvoir en Gambie. Mettre un terme au désordre, pacifier le pays, restaurer l'ordre public au sein de l'État, tels ont été leurs objectifs communs correspondant à leurs intérêts bien compris. Mais l'auteur souligne combien les bases d'un tel projet demeurent friables au regard des faiblesses endémiques qui minent la société gambienne. Comment ne pas aborder ensuite avec Catherine Wihtol de Venden, l'Union européenne désunie face aux flux migratoires, les divisions qui affaiblissent l'Union européenne et lui interdisent de jouer un rôle majeur sur la scène mondiale ? En effet, confrontés à des flux migratoires d'une envergure sans égale depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États membres réagissent en ordre dispersé sur le mode du chacun pour soi. Ils cherchent à contrôler autant que faire se peut les entrées sur leur territoire, tout en respectant le droit d'asile. Ils s'arc-boutent alors sur une idée de la souveraineté nationale qui apparaît aujourd'hui dépassée, et donc illusoire. Ce faisant, ils se montrent incapables de mettre en œuvre des solutions efficaces en termes de politique commune. Avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ce pays connaît aujourd'hui un tournant majeur sur le plan énergétique. Sa politique en la matière vise à présent à réaffirmer et à renforcer avant tout sa toute-puissance souveraine. Léa Charquet,
La contestation transnationale de l'industrie pétrolière montre à cet égard comme l'administration américaine s'est engagée dans une critique systématique de l'accord de Paris. Elle rappelle également comment la diplomatie de cette grande puissance renoue désormais avec le principe des coopérations bilatérales. Une option qui peut lui permettre ainsi de l'exonérer des contraintes inhérentes au multilatéralisme. Mais dans le même temps, l'auteur souligne l'ampleur des oppositions transnationales que suscite ce revirement environnemental. Si ces dernières demeurent certes hétérogènes et animées par des logiques disparates, elles invitent toutefois à reconsidérer la capacité du pouvoir fédéral à s'affranchir de toutes les règles au nom de sa souveraineté. D'autant plus que certains États fédérés, tels que la Californie, dénoncent fermement cette ligne. Ils entendent décider de leur propre politique environnementale et s'impliquer directement dans la gouvernance mondiale du climat, une manière de faire en quelque sorte jonction avec les nombreuses contestations transnationales. En cette fin d'année 2017, Donald Trump a frappé les esprits en déclarant aussi que les États-Unis allaient reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Thierry Garcin revient donc sur ce coup de force diplomatique, Jérusalem, capitale d'Israël, pour en rappeler la profondeur historique et en souligner les limites. N'oublions pas toutefois que si cette décision a tant surpris, elle s'inscrit pourtant dans un long continuum diplomatique constitué d'engagements successifs toujours reportés sine die. En fait, pour bien comprendre ce rebondissement de la politique étrangère des États-Unis, il faut certes prendre la mesure du conflit israélo-palestinien, mais il convient tout autant de saisir l'enjeu essentiel que représente la notion de souveraineté pour cette zone de tension. Finalement, la contribution montre très bien que ce coup d'éclat de la puissance américaine ne règle rien, loin s'en faut. Il n'offre aucune garantie supplémentaire, sinon un surcroît d'illusions. En revanche, il met plus que jamais en relief l'instabilité du système international. Ces 4 premiers articles disent assez combien la résistance des États, derrière le rempart d'une souveraineté chaque jour plus réduite, reste néanmoins puissante et protéiforme face aux turbulences mondiales. Si la conduite de tous les acteurs étatiques relève bien de cette logique, seuls certains d'entre eux se trouvent en capacité d'actionner les leviers diversifiés d'une puissance globale, partie 2. Ainsi, Mustapha Benbera s'attache-t-il dans 3 études, le soft power chinois en Afrique, l'offensive académique de la Chine, l'entrisme de la Chine dans les sommets de l'APEC, a souligné la spécificité de la stratégie mise en œuvre par la RPC pour s'affirmer comme un partenaire incontournable sur le plan mondial. L'auteur s'attache tout d'abord à étudier la présence et le rayonnement des principaux médias chinois en Afrique, pour pointer ainsi le vecteur d'implantation soft privilégié par Pékin. Mobilisant toujours dans leur répertoire d'action le même type de ressources symboliques, les autorités chinoises octroient en effet des bourses aux étudiants africains. Certes, cette politique n'apparaît pas nouvelle car il en était déjà ainsi dès les années 60. Mais cette stratégie s'est aujourd'hui considérablement intensifiée, rationalisée et systématisée afin d'accroître le pouvoir d'attraction de la RPC sur le continent. Pour autant, n'oublions pas que l'État chinois recourt toujours dans le même temps à d'autres moyens plus ouvertement offensifs pour s'imposer et étendre son emprise auprès des États africains. Dans cette logique de puissance globale, quoi de mieux pour la RPC que de pénétrer l'APEC ? En effet, ce forum intergouvernemental représente à ce jour plus du tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, environ 60% du PIB de la planète et 47% du commerce international. Il s'agit de la zone économique la plus dynamique au monde, qui a contribué à près de 70% à la croissance mondiale entre 1994 et 2004. Dès lors, en vue de détenir le leadership sur cet espace Asie-Pacifique, il n'est guère surprenant que Pékin se retrouve au sein de cette organisation internationale en compétition directe avec les États-Unis. Or, comme le documente Adrien Cherki, l'hégémon américain, la cybersécurité comme fer de lance diplomatique, entend bien mettre tout en œuvre pour préserver sa suprématie mondiale, notamment dans le domaine de l'industrie numérique. La question de la cybersécurité est définie par les dirigeants américains comme un enjeu de sécurité nationale, relevant du secret défense. Dès lors, la stratégie de l'entreprise Kaspersky Lab revêt pour eux une importance de premier plan. Ils travaillent en conséquence à déconsidérer et marginaliser cette firme,
tout en neutralisant la Russie dans ce secteur. Pour l'administration américaine, il est clair que les interactions collusives que l'État russe entretient avec ce groupe industriel constituent une menace inacceptable. Pour la détruire, Washington mobilise et déploie donc tous les leviers de sa puissance afin de réaffirmer et de satisfaire pleinement son mot d'ordre, America First. Avec cette rivalité de puissance opposant l'hégémon à ses rising challengers, Robert Gilpin, on comprend aisément que la priorité accordée à l'intérêt national, si cher au cœur des réalistes, entrave la difficile juridicisation mondiale de l'éthique, partie 3. D'autant plus que d'autres obstacles concourent à freiner les avancées de ce processus. En effet, Mustapha Benbera montre la mise en accusation transnationale d'une firme que l'incrimination d'un groupe industriel, le cimentier Lafarge, pour des faits de financement du terrorisme, de complicité de crimes de guerre, de complicité de crimes contre l'humanité, et de mise en danger d'autrui, satisfait les entrepreneurs moraux qui ont œuvré dans le monde entier pour obtenir ce premier pas de la justice. Toutefois, si le naming et le shaming réussissent parfois à contrecarrer la logique économique, ce répertoire d'actions n'offre que des victoires ponctuelles. Certes, la responsabilité des opérateurs économiques s'avère de plus en plus souvent engagée, mais elle ne fait pas nécessairement l'objet d'une judiciarisation. Dans la majorité des cas, elle se limite plutôt à des compromis pragmatiques plus ou moins provisoires et qui résultent avant tout de simples rapports de force. La juridicisation mondiale de l'éthique, c'est en quelque sorte la force du droit qui cherche à s'imposer face au droit de la force. Or, la contribution de Léa Charquet vient souligner combien ce combat s'avère périlleux et incertain, l'unilatéralisme des États-Unis en matière climatique, lorsque l'État dominant du système international conteste une défense juridicisée des BPM, biens publics mondiaux. En l'occurrence, que penser lorsque les États-Unis entendent revenir sur les engagements pris dans le cadre des accords de Paris? Que penser lorsque l'on constate qu'ils s'apprêtent à violer la règle Pacta sunt servanda? Une règle qui est pourtant au fondement du droit des gens et des relations interétatiques depuis plusieurs siècles? En fait, c'est incontestablement en matière de droit humanitaire que la juridicisation de l'éthique a le plus progressé, comme nous le rappelle Jean-Jacques Roche dans son étude consacrée à la justice transitionnelle et aux travaux du TPIY, les avancées civilisationnelles de la justice transitionnelle. Strictement interétatique, cette dernière puise sa source dans une entente et une solidarité entre des États partageant des valeurs communes. Certes, cette coopération interétatique permet ainsi d'esquisser un ordre public sur le plan international, mais il convient de noter à cet égard que les acteurs non étatiques n'en sont pas partie prenante. En revanche, Alexandre Boa montre bien dans son article « La mondialisation de la cause féminine » que l'indignation mondiale, suscitée par le harcèlement sexuel, relève clairement de dynamiques transnationales et désinstitutionnalisées. Celle-ci regroupe des individus en réseau, qui appellent également à une juridicisation de l'éthique. Ces derniers bénéficient en outre du puissant soutien du Star System mondial. Mais comment ne pas voir dans le même temps que les méthodes employées comme le boycott, le naming and shaming et le rôle clé joué par les stars hollywoodiennes témoignent avant tout d'une prépondérance américaine sur les savoirs? Autant de raisons de rester circonspect devant cette mobilisation, et d'estimer que dans ces conditions la cause des femmes n'est pas nécessairement assurée de triompher sur le plan mondial. Finalement, que ce processus emprunte des voies diversifiées, hybrides public-privé, interétatiques ou transnationales, favorise surtout un enchevêtrement de règles souvent contradictoires. Or, une telle configuration participe davantage du chaos international qu'elle n'impose l'éthique à l'agenda international comme une nécessité juridique. Au terme de cette année 2017, si l'on examine les prédations environnementales qui ne cessent de prendre de l'ampleur, partie 4, il existe a fortiori de sérieux motifs de se montrer désenchanté. Dans 4 contributions, Valérie Lebrun étudie à cet égard les diverses formes d'emprise exercées sur l'environnement et qui menacent notre écosystème global. Un premier papier montre que l'Antarctique reste sanctuarisé par un système conventionnel comprenant 4 traités multilatéraux. La CCAMLR, Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine en Antarctique, a été par ailleurs instituée pour garantir la protection de ce continent. Mais il n'empêche que de multiples pressions s'exercent pour contourner et dépasser, voire lever, certains interdits.
Concluons donc avec l'auteur à la laborieuse préservation de la biodiversité en Antarctique. S'agissant des océans et des dommages considérables qui leur sont infligés depuis plusieurs décennies, un deuxième papier, La pollution mortifère des océans par les microplastiques, traite d'une pollution invisible, à savoir la présence dans les océans d'immenses nappes de déchets. La première d'entre elles a été découverte dans le Pacifique Nord et a été baptisée le 7e continent. Ce dernier atteindrait une superficie de plusieurs millions de kilomètres carrés. Depuis une vingtaine d'années, d'autres îlots du même type ont été découverts, notamment dans l'océan Indien et en Méditerranée. Or, les quelques solutions avancées pour mettre un terme à ce grave préjudice ne sont pas en mesure pour l'heure d'endiguer ce processus de dégradation. Finalement, bien que ces espaces marins soient de plus en plus intégrés aux différentes négociations multilatérales, force est de constater qu'ils restent toujours très vulnérables et en proie à la toxicité des microplastiques qui pénètrent à présent toute la chaîne alimentaire. Compte tenu du réchauffement climatique, la situation de l'océan Arctique ne laisse d'être également préoccupante. En effet, ces richesses attirent plus que jamais les convoitises des États, mais aussi celles de firmes transnationales soucieuses de se procurer des matières premières telles que des hydrocarbures et du gaz naturel. Cependant, le développement massif d'activités extractives risque de porter atteinte à l'intégrité de cet océan. La contribution l'Arctique investie par la Chine examine dans cette logique la stratégie de la RPC. Cette dernière multiplie désormais les investissements dans les pays frontaliers du cercle polaire, avec l'objectif avéré de renforcer son rôle dans la structure de production mondiale. Cependant, bien qu'il soit perçu comme un nouvel Eldorado, cet espace marin ne bénéficie pas pour autant d'un système international de protection à la mesure des convoitises suscitées. La préservation de cet écosystème n'apparaît par conséquent pas garantie. Enfin, l'article La disparition mondiale des primates met en relief un processus d'éradication du vivant. Il souligne combien, malgré des avertissements répétés, aucune politique publique n'a réussi à endiguer ce phénomène destructeur. En l'occurrence, le bilan en termes de prédations environnementales s'avère plus désenchanté encore que dans les 3 cas précédemment étudiés par l'auteur. Nous avons assisté au cours de ces 12 derniers mois à des offensives étatiques tous azimuts. Elles se sont déployées le plus souvent sur le mode défensif. Mais elles se sont parfois montrées aussi très offensives, comme la diplomatie américaine et son homologue chinoise en portent témoignage. Il convenait donc pour KO International de mettre en relief ces caractéristiques propres à l'année 2017. Pour l'heure, il serait cependant prématuré de voir là un quelconque tournant historique. Ces données nous renseignent simplement sur l'état actuel du monde, et sur le jeu incertain d'interactions complexes mettant aux prises les États et les acteurs non étatiques. Partie 1. La protection illusoire des souverainetés étatiques. La souveraineté formelle de la Gambie, Philippe Hugon, 21 février 2017. Petit pays peuplé de 2 millions d'habitants, la Gambie reste largement méconnue. Elle fait actuellement la une de l'actualité depuis l'élection le 2 décembre 2016 d'Adama Barrow, adversaire politique de Yahya Jammeh. Cet État a oscillé durant 1 mois et demi entre le maintien au pouvoir par la force de l'ancien président, son départ négocié par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et un affrontement militaire avec le Sénégal, aidé par les troupes de la CEDEAO. Ancienne colonie britannique, la Gambie se présente comme un territoire enclavé au sein du Sénégal avec une bande de 5 à 10 km de part et d'autre des 2 rives du fleuve. Comptoir portugais pour le trafic des esclaves et comptoir commercial du Royaume-Uni à partir de 1723, il devient une colonie de la couronne en 1840. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.